Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto, dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande. Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de Parlons Céto. On est toujours là, fidèles au poste, toutes les semaines pour vous accompagner dans votre chemin vers cette super alimentation avec Nadège. Salut tout le monde! Ludo. Salut! Et Débo. Salut! Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, on avait annoncé que notre 4 premiers épisodes étaient avant tout pensés pour les débutants, pour permettre à ceux qui souhaitent commencer de comprendre les bases de cette alimentation. Aujourd'hui, le temps est venu de partager avec vous nos vies, ou du moins le volet de nos vies en lien avec cette alimentation, parce que ce podcast, c'est aussi pour nous l'occasion de témoigner et de partager avec vous nos expériences. Quoi de mieux pour lancer ces sessions confidences que de parler de macros? C'est un peu le sujet qui fait débat dans la communauté. Faut-il compter, pas compter? Quel est le bon ratio entre les protéines, les lipides et les glucides? Pour rappel, en alimentation cétogène, la répartition théorique des macros est environ de 5% de glucides, 15 à 30% de protéines et 65 à 80% de lipides. Dans le dernier épisode, on avait évoqué la possibilité de calculer ses propres macros suivant son objectif personnel via des calculateurs en ligne ou via des livres ou des applications. Ces différentes méthodes sont d'ailleurs détaillées dans les notes de l'épisode 4 si vous avez besoin d'y accéder. Mais une fois que j'ai mes macros, celles qui me correspondent et qui correspondent à mon objectif, est-ce qu'il faut les compter tout le temps? Ou bien est-ce que c'est uniquement pour le démarrage? Voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question, mais on vous propose néanmoins de commencer à y répondre en parlant des avantages et des inconvénients de chaque. Alors c'est parti, on y va. Contrat pas, c'est un peu Koh-Lanta quand on pose la question aux adeptes de la céto. Alors vous êtes soit pour les jaunes qui veulent toujours compter, soit pour les rouges qui se la jouent esprit libre, hein, vous voyez. Donc, alors voici déjà les arguments de ceux qui sont pour le comptage des macros. Alors, il y a en première ligne visée la peur d'un surplus de protéines qui peut vous faire sortir de cétose et donc freiner la perte de poids ou en tout cas faire perdre les bénéfices de la céto. C'est la fameuse peur de la néoglucogénèse. C'est le phénomène qui fait que le corps en fait fabrique du glucose à partir des protéines quand celles-ci sont consommées en excès et ainsi potentiellement nous faire sortir de l'état de cétose. Ça, c'est l'argument numéro 1 des partisans du comptage des macros. Ensuite, il y a une croyance bien ancrée sur le fait qu'un déficit calorique est essentiel pour une perte de poids. Et donc, le calcul des macros, au même titre que le calcul des calories, est indispensable. Il y a aussi un autre argument en faveur du calcul quotidien de ces macros, c'est le besoin de comprendre le fonctionnement du régime cétogène et ce vers quoi il faut se diriger en termes de nourriture. C'est notamment le cas des nouveaux pratiquants, hein, ce qui est assez logique. Il y a aussi le fait que calculer ces macros va permettre chez ceux qui font face à un plateau au niveau du poids ou qui cherchent à régler une problématique de type sommeil, digestion ou énergie, de jouer sur leurs macros, notamment en déplaçant le curseur des apports en lipides et en protéines. C'est les deux curseurs sur lesquels on va le plus souvent jouer. Et puis enfin, compter ses macros, pour certaines personnalités, c'est aussi poser un cadre rassurant sur son alimentation, que l'on soit débutant ou non. Du côté des inconvénients, du côté des rouges, si on se place d'un point de vue Koh-Lanta, ceux qui sont contre compter vont avancer les arguments suivants. Alors, premièrement, il y a la liberté d'action dans son alimentation.
hein, le fait de ne pas compter, notamment d'un point de vue social, parce qu'il n'y a pas de prise de tête à se dire oh là là, je vais manger dehors, comment je vais faire sans ma balance pour peser mes aliments. Donc voilà, Tu l'emmènes pas au resto, il toi? y a des gens qui sont non, je n'aime pas au resto. Non, mais c'est vrai qu'au début, c'est tentant quand on aime bien contrôler son alimentation. Euh, on est beaucoup à se poser la question comment je vais faire sans ma balance, hein. Donc ça, c'est le premier argument de ceux qui sont contre compter, c'est que voilà, on est libre. Voilà, on est libre. Ensuite, il y a la croyance qu'un surplus de protéines n'est pas un problème, puisqu'il contribue à la satiété, finalement, et à la production de glucagon. Et puis enfin, il y a ceux qui sont en rythme de croisière dans le régime cétogène, qui ont commencé la céto en comptant et qui maintenant ont une idée claire de ce qu'ils peuvent manger et de ce dont ils ont besoin au quotidien. Donc voilà, ça c'est un peu voilà l'équipe des jaunes, l'équipe des rouges, ceux qui sont pour le comptage et ceux qui sont contre. Moi je sais pas, vous les filles, Laïla par exemple, tu te places où toi du point de vue du comptage? Alors moi, je suis clairement équipe rouge. Je suis une Ah, adepte de ce qu'on appelle le lazy keto chez les Américains. Donc c'est un peu, si on voulait traduire, c'est la céto des feignants. En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais trouvé des listes sur Internet qui répartissaient les aliments en 3 grandes catégories. Donc il y avait une première catégorie, c'était tous les aliments qui avaient moins de 5 grammes de glucides. mhm, Donc ceux-là, pour moi, je pouvais les manger tous les jours. Ensuite, les aliments qui contenaient entre 5 et 10 grammes de glucides qu'il fallait limiter à une fois par semaine. Et ensuite, des aliments entre 10 et 15 grammes de glucides que je mangeais vraiment très occasionnellement, au maximum une fois par mois. Et donc, moi, j'ai entamé la céto avec comme objectif la perte de poids. Donc, je ne comptais que les glucides. Et puis, tant que je perdais, bah, quelque part, ça m'allait bien, quoi. Je regardais, j'essayais de voir par rapport à mes listes. Je me dis, bon, bah voilà, donc j'ai mangé ça. Ça fait que globalement, aujourd'hui, je sors à 20-30 grammes de glucides par jour. Donc, c'est bien. Je continue à perdre du poids, donc c'était pas mal. Et donc en fait, tant que je gardais des repas vraiment ultra simples, avec très très ouais. peu de transformation, c'est-à-dire une viande, un légume, un fromage, bah en fait ça marchait très bien. Et dès que je commençais à faire des choses un peu plus compliquées, donc à intégrer des desserts, des chocolats, Ah un peu oui. toutes les recettes Mhm. splendides qu'on peut voir sur le net, mais qui, voilà, qui sont au final très riches, bah, ma perte de poids a ralenti. Tout simplement, enfin dans mon cas, ma perte de poids a ralenti à cause de toutes ces desserts céto, parce que clairement je ne sais pas manger un petit morceau. L'ami modération est un inconnu pour Ouais. moi et le gâteau, même céto, bah, clairement il fait pas la journée donc voilà, donc je comptais pas et j'essayais vraiment de rester au plus simple pour que ça continue de fonctionner, quoi. Et toi, Ludo, t'es dans quelle équipe, toi? Tu te situes où par rapport à ça? Bon, déjà, moi, je vais dire que je regarde pas koh donc en fait, rouge et jaune, je comprends rien au truc. Mais, Raconte-nous ta vie. On comprendra nous-mêmes, on te mettra dans l'équipe qu'on veut. Vas-y, dis-nous. mais en gros, moi, ma réponse, ça va pas être très tranchée pour une fois. C'est ni oui ni non, en fait, un peu. Moi, j'ai commencé l'acéto pour maigrir. Et du coup, le fait de compter et l'acéto, ça me semblait très très lié en fait, parce que j'avais compris qu'il y avait une histoire de quantité de macronutriments, et donc j'ai commencé à compter en fait. Moi, ça me rassurait, ça me donnait l'impression de bien faire, d'être dans les clous. Et Hmm. puis finalement, vu que j'avais commencé avec ce qui finalement était quelque part le premier régime de ma vie, ça me semblait cohérent avec la vision de régime que j'avais au début de mon alimentation cétogène. Et en plus, sur mon application, je voyais les calories, alors je me sentais encore plus bonne élève. Donc, moi, démarrer en comptant, c'était une évidence en fait. Et puis, au bout de 8 mois, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour manger sans compter. Et je me suis lancée, sans comptage, à manger intuitivement, à cuisiner comme j'avais l'impression d'avoir toujours cuisiné pendant ces 8 premiers mois de céto. Après, Hmm. j'avoue aussi, et tu vois, tu racontais un peu l'anecdote de la balance au restaurant. Moi, l'arrêt de mon comptage, il est tombé aussi pendant un séjour de 2 mois ou un peu plus chez ma sœur, où il y avait d'autres membres de ma famille. Et du coup, je pense que c'était aussi plus simple pour les nerfs de tout le monde, les miens,
Et pour eux aussi, ça réfrénait la remarque, quoi, que je n'ai pas à sortir ma balance tout le temps, soit à table, soit à la cuisine. Du coup, c'était parfait pour ne pas compter. Donc, j'ai passé un bon moment sans compter. Par contre, j'ai fait des adaptations en fait, dans mon régime. Et là, ça fait à peu près 6 mois que je recompte, en fait, finalement. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est en fonction de, on va dire, tes objectifs que tu adaptes, quoi. Est-ce que tu veux passer, voilà, ton premier objectif, c'était perdre du poids, donc être un peu bon élève, donc tu comptais. Ensuite, tu avais besoin de lâcher prise, tu as arrêté, et puis là, tu as repris pour, euh, pour un nouvel objectif. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, cette approche-là. Et du coup, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut commencer la céto sans compter du tout? Moi, là-dessus, je dirais, Leïla, c'est un gros, gros oui, en fait. Pour moi, commencer la cétose sans compter, c'est possible à partir du moment où on prend conscience, en fait, des aliments qui sont pleinement compatibles avec l'alimentation cétogène. Et aussi si on est à l'écoute, finalement, de son corps et des résultats qu'on obtient. Si on ne compte pas, mais qu'on maigrit, que nos migraines s'arrêtent, que l'énergie est de retour, moi je me dis, bah, continuons à ne pas compter en fait. Pourquoi on compterait si finalement on a des signes positifs sans le faire, enfin sans compter, pardon. Pareil, dans l'autre sens, si on se met à manger trop de glucides, les signes ils seront là aussi. Peut-être qu'on va regonfler un peu quelques jours, peut-être qu'on va être de moins bonne humeur. Enfin, toute une panoplie de signaux qui vont être propres à chacun et qui sauront au fil du temps vous dire ah là t'as peut-être un peu dépassé ta marge de glucides. Donc à mon avis, si on s'est mangé dans les groupes d'aliments dont on a parlé dans nos premiers épisodes, qu'on n'a pas peur de manger plus de gras que dans notre alimentation classique d'avant, pour moi un démarrage en céto en céto sans compter est tout à fait possible. D'ailleurs, beaucoup dans les groupes Facebook, il y a plusieurs personnes qui remontent qu'elles n'ont jamais compté en céto, qu'elles ont perdu beaucoup de poids, et quand il s'agit de poids, ou qu'elles ont obtenu des résultats autres que le poids. Et du coup, tout ça, moi, ça me met en faveur ça me met pour le fait de ne pas forcément compter au début de sa céto. Par contre, là où je nuancerais un peu, c'est que s'il y a une difficulté qui arrive, par exemple, souvent ce qu'on voit, c'est un plateau de poids, on ne perd plus de poids, alors oui, se mettre à compter par la suite. Mais pour démarrer, pour moi, c'est pas indispensable. Alors, Débo, toi, tu en penses quoi? Tu penses qu'on peut démarrer sans compter? moi, par contre, je dirais non. Euh, c'est mon avis, c'est pour commencer l'acéto, moi je pense qu'il faut se rendre compte de ce qu'on a dans l'assiette et surtout par rapport aux glucides. Comme on l'a vu dans les 4 premiers épisodes, il faut déjà être céto-adapté pour commencer à se lâcher un peu. Et pour moi, pendant la céto-adaptation, ce qui est important, c'est de ne pas dépasser la quantité de glucides et manger plus de gras pour que le corps comprenne qu'il doit fonctionner au gras. Donc il va falloir compter pendant cette phase au moins les glucides et après se rendre compte de ce qu'on doit manger. Et pour ça, c'est pas mal de faire comme toi, Leïla, au début, de sélectionner ses aliments, c'est-à-dire choisir ceux qui sont moins riches en glucides. Après, tout dépend aussi de notre objectif de départ. Si on a un surpoids assez important et que l'on souhaite perdre du poids, ne pas compter peut effectivement marcher, comme le dit Ludo. Car même si on mange entre 20 et 50 grammes de glucides par jour, il est déjà possible de voir des résultats positifs, tant sur la perte de poids que sur le fait qu'on va dormir mieux, qu'on va avoir plus d'énergie, moins de maux de tête, un diabète qui se porte mieux. D'ailleurs, certaines personnes arrivent à réduire leur diabète sans même compter les glucides, hein. Et même du coup perdre du poids et se sentir beaucoup mieux. Après, ça dépend de chacun, quoi. Par exemple, moi, au début, je me suis fait une liste dans le même style que toi, Leïla, que j'ai accrochée sur mon frigo avec les aliments que j'aimais et que j'ai classés par ordre croissant de glucides. Je m'autorisais et je m'autorise encore à manger limite à volonté les aliments à moins de 2 grammes de glucides pour 100 grammes, comme les champignons, les courgettes ou encore la viande. Ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'avais le droit de manger.
et aussi de comprendre comment je fonctionnais. Au début, j'ai perdu du poids sans trop faire attention à ma quantité de lipides et de protéines. Je ne faisais attention qu'aux glucides. Et vu que je savais que ce que je devais manger pour être en cétose, je ne comptais plus. Et à peu près au bout de 6 mois environ, je comptais plus du tout mes macros. Ma perte de poids s'est arrêtée et j'ai eu ce qu'on appelle un plateau. Alors, je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'arrivais pas à perdre du poids en céto tout en ayant arrêté de manger du sucre. Donc, j'ai recommencé à compter pour me rendre compte de ce que je mangeais. Et là, la grande surprise, c'est que j'étais en dessous de mes 20 grammes de glucides par jour. Donc, ça avait bien fonctionné, le fait de me rendre compte. J'étais autour de 10-15 grammes de glucides. Mais par contre, je mangeais beaucoup trop de lipides et pas assez de protéines. J'ai donc décidé de rééquilibrer mes macros en prot et en gras. Et là, les kilos se sont réenvolés. Du coup, je pense que l'on doit compter pour bien se rendre compte de ce que l'on doit manger, au moins en glucides dans son assiette, pendant un laps de temps, pour que ça s'ancre bien en nous. Et ensuite, on peut vivre normalement car on a l'habitude qui s'est créée. Et du coup, pour moi, l'alimentation cétogène, du coup, ça devient une alimentation santé et un mode de vie plutôt qu'un régime qui on doit compter et tout. Mais il faut quand même prendre bien compte de ce qu'on doit manger pour être en cétose et se sentir bien. Et après, si on a des objectifs, bien compter. Et si on veut perdre du poids, ça reste un régime parce qu'il faut être rigoureux. Après, ça dépend de chacun en fait. On est tous différents et pour moi, c'est mon cas. Voilà. D'accord, oui. Mais effectivement, c'était intéressant ce que tu disais, dans le sens où il faut créer de nouvelles habitudes. Et c'est ces habitudes-là, en fait, qui vont devenir la normalité. Et tu as raison là-dessus, oui, tout à fait. Ludo le disait aussi, d'ailleurs, c'est le fait de créer l'habitude qui fait qu'après, ça devient normal. Toi, Nadège, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'avoue, je suis un peu comme Ludo, je fais un peu partie des deux équipes koh. Alors moi, j'ai commencé l'acéto pour une petite perte de poids, mais c'est surtout pour contrôler mes pulsions alimentaires. C'est un problème que j'avais, que je peux toujours un peu avoir, mais qui est largement contrôlé maintenant avec l'acéto. Et alors déjà, je mangeais déjà plus de sucre, mais le fait de garder les féculents, bon, bah, ça me gardait dans ce tourbillon de pulsions par moment, pulsions alimentaires. Donc du coup, pour commencer l'acéto, bah, moi j'ai commencé en comptant. J'ai connu les régimes hypocaloriques où on compte toutes ses calories. Donc voilà, c'était un moyen de garder le contrôle et puis de mieux comprendre aussi comment fonctionne l'acéto, de trouver ma place dans l'alimentation cétogène. Donc j'ai commencé avec ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, je sais d'instinct vers quoi me diriger. Je sais reconnaître mes proportions de macros dans une journée sans avoir forcément à calculer. Mais bon, ça, c'est au bout d'un an et demi de céto où j'ai finalement réussi à arrêter de calculer et de contrôler tout ça. Et maintenant, j'ai compris que pour obtenir une bonne satiété, par exemple, personnellement, moi, il faut que j'ai une portion un peu plus lourde de protéines. Parce que ma satiété, elle va pas se faire sur le gras. En un an et demi de céto, j'ai vu que moi, ma satiété se faisait pas du tout sur le gras. Et donc voilà. Après, je peux revenir vers la balance et les applis de comptage si j'ai une problématique particulière. Par exemple, si je suis dans une période où j'ai un sommeil qui est perturbé, où j'ai un poids voilà, qui repart un petit peu à la hausse, ou une digestion qui est un petit peu complexe, voilà, je vais revenir sur les applis et le comptage, mais j'essaye au maximum de ne pas rester sur le comptage parce que j'ai une personnalité qui aime bien contrôler. Et après, je deviens un peu un monstre du contrôle, du chiffre, combien. Enfin, non, pour moi, ça peut devenir une torture. Donc voilà, maintenant, je suis esprit libre qui revient un petit peu dans la contrainte du comptage que quand j'ai besoin.
à but thérapeutique, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vrai que au final, nos témoignages se rejoignent un petit peu sur là-dessus. En fait, on revient vers le comptage quand il y a un problème pour C'est ça. vraiment remettre des données et des faits, des choses chiffrées derrière pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc, ouais, c'est Exactement. intéressant. Alors, pour essayer d'aider, d'accompagner les personnes qui commencent, par exemple, si je suis une personne qui ne veut absolument pas compter et je veux commencer assez tôt, comment je fais? Bah, moi, je dirais à cette personne-là qu'elle n'a pas à s'inquiéter, c'est qu'il y a de nombreuses astuces qui existent. On les voit souvent circuler sur Internet, dans les groupes d'entraide CETO. Une des astuces qui revient souvent, c'est l'utilisation de listes d'aliments autorisés ou à satiété, ou même d'aliments à limiter, voire même ceux à, entre guillemets, interdits. Euh, Parce que du coup, vu qu'on va pas peser, en fait, le plus simple, c'est un système oui, non, en fait. Donc Ouais, c'est binaire, sur ça ce... marche bien quand Ouais, tu ça je marche veux pas super bien, rentrer en dans la fait. nuance. Ouais, quand on veut pas compter, quand on veut pas gérer les subtilités d'une répartition de macros, d'une quantité de glucides à plus, moins 5, plus 10 grammes, etc. Le plus simple, c'est d'aller vers du oui-non, et le oui-non, c'est ces listes-là qui vont aider à décider. On peut en trouver des toutes faites sur Internet, des listes d'aliments autorisées, mais on peut aussi se les faire soi-même, un peu comme disait Debo, ou même toi Lila, un peu ce que tu avais screené au début. Donc on peut se faire ces listes soi-même. On peut par exemple faire un tour sur Cical avant de commencer son alimentation cétogène pour regarder en fait les quantités de glucides des aliments qu'on aime bien consommer, des aliments courants pardon, qu'on a l'habitude de consommer, et puis décider de soi-même si on va pouvoir continuer à les consommer ou pas en céto sans avoir à les compter. Pour les protéines, on voit souvent circuler une petite astuce en fait qui dit que sur un repas, on peut consommer en fait sa quantité de protéines en la mesurant à peu près de la taille de sa paume de main. C'est-à-dire que si vous mangez une escalope de poulet par exemple sur un repas, il faudrait globalement quelle est la taille de votre paume de main, en sachant du coup que c'est une paume de main par repas. Donc en fait, en fonction de si on mange 3 fois par jour ou une fois par jour, il faudra peut-être rassembler plusieurs paumes de main dans une assiette. Pour le gras, on peut aussi, par exemple, mettre une grosse cuillère à soupe de gras, d'huile, de crème, de beurre, enfin peu importe, pour à peu près chaque 100 grammes de viande ou de poisson. Après, là, je parle de gras, mais souvent on a tendance à acheter de la viande ou du poisson qui est déjà emballé ou dont on connaît le poids. Donc voilà, même sans peser, finalement, on a quand même une notion souvent de la portion de viande ou de poisson qu'on prend. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai 200 grammes de poisson, du coup, je mets 2 grosses cuillères à soupe de gras pour accompagner ce poisson. J'en ai 300 grammes, je mets 3 grosses cuillères à soupe. Et il y en a d'autres, en fait, qui suggèrent plutôt de s'aider en regardant son assiette, en fait. C'est-à-dire que son assiette, on va la diviser pour moitié. Dans la moitié de l'assiette, on va mettre tout ce qui est protéines, donc viande, poisson, œufs, etc. Dans un quart, on va y mettre les légumes. Et dans le dernier quart de l'assiette, on y mettra tout ce qui est gras. Donc en fait, on est sur des moyens de décision, de dosage qui sont vraiment pas basés sur la balance, mais qui vont vraiment être basés sur soit de l'œil, soit un système simple de oui ou de non. Voilà, pour pouvoir gérer sa céto sans compter. D'accord. Alors, il me semble que Nadège, tu as une petite anecdote à nous raconter à ce sujet-là, sur comment accompagner en fait une personne qui souhaite se lancer dans la céto, mais sans compter. Oui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience par rapport à ça. C'est par rapport à ma mère qui en fait a été diagnostiquée diabétique de type 2 depuis 2008 et qui a été mise sous insuline, qui avait un surpoids, qui avait pas forcément une possibilité aussi de se mettre à une activité physique. Et voilà, ma maman m'a suivie dans mon raisonnement céto. C'est vrai que alors ça a été compliqué parce que ma mère c'est quelqu'un qui compte pas.
C'est pas dans son optique du tout compter. Enfin voilà, elle n'aurait pas fait l'acéto si c'était pour compter. Donc il a fallu finalement qu'on raisonne le régime cétogène de manière différente, beaucoup plus simple. Et c'est là-dessus que je rejoins d'ailleurs Ludo tout à l'heure qui nous disait que le concept du oui ou du non, pour le coup, est complètement pertinent. C'est-à-dire avec une liste d'aliments, les aliments oui et les aliments non. Quand on veut pas compter, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus raisonnable pour s'adapter en tout cas. Et donc moi c'est ce que j'ai fait avec ma mère, c'est-à-dire que je lui ai fait une petite liste personnalisée avec les aliments céto compatibles et les aliments non céto compatibles. Et là-dessus d'ailleurs, donc c'est pour ça que je rejoins complètement Ludo sur le concept du oui-non, c'est-à-dire faire une liste d'aliments céto-compatibles et d'autres qui ne sont pas du tout compatibles avec le régime cétogène. Et c'est ce que j'ai fait avec ma mère. Je lui ai fait une liste avec simplement les aliments autorisés. Pour moi, c'était pas la peine de lui mettre la banane qui, d'office, te fera très certainement sortir de cétose, surtout quand tu comptes pas. Donc, nous, on a commencé comme ça, par faire une liste d'ingrédients autorisés. Et puis, ma mère, ça a été un fonctionnement de diminution petit à petit de pain. Par exemple, le pain, ça a été le dernier truc qu'elle a lâché parce qu'elle aimait bien son pain le matin. Donc, voilà, c'était 2 tranches. Ensuite, on est passé à 1 tranche. C'est pareil, les fruits, elle avait 2 fruits standards, type pomme, banane par jour. On a essayé d'enlever un de ces fruits. Voilà, ça a été très, très progressif. Mais voilà, il faut fonctionner, je pense, quand on commence l'alimentation cétogène et qu'on ne veut pas compter ou qu'on ne peut pas compter parce qu'on n'a pas forcément tous accès à un smartphone, à une appli ou la possibilité de compter. Et je pense qu'il faut faire des listes, tout simplement, d'aliments céto. Et puis s'en tenir, et puis ne pas avoir peur du gras. Il faut quand même bien intégrer qu'il ne faut pas avoir peur du gras. Et voilà. Et le résultat en a été que ma mère, ça fait 1 an qu'elle est en céto, qu'elle a elle a perdu presque 20 kilos. Son diabète s'est ultra stabilisé, voire a diminué d'ailleurs. Donc elle se fait beaucoup moins d'injections d'insuline. Voilà, elle a beaucoup plus la pêche, elle peut se remettre à une activité physique quotidienne. Voilà, on espère la sortir d'ailleurs de l'insuline, des injections d'insuline. Mais c'est vrai que déjà, voilà, il y a des gros bénéfices en 1 an de céto, sans compter. Donc, c'est possible. Ouais, ça c'est un super témoignage. Mhm. Et en fait, cette méthode que tu as pu employer pour un peu embarquer ta mère dans cette aventure, bah, c'est vrai que pour moi, c'est une bonne méthode parce que elle est moins prise de tête. Et puis aussi pour certains, le fait de compter tout et tout le temps, tout noter, ça peut rappeler en fait des régimes hypocaloriques ou bien des approches type Weight Watchers qu'on a fait par le passé et puis qui nous ont un peu découragés. Donc voilà, ça risque de rappeler ça et ça peut un peu foutre en l'air toute la bonne volonté qu'on peut avoir, quoi. Ouais. Alors moi, j'aime bien la méthode aussi qu'a évoquée Ludo, celle des proportions dans l'assiette. Et d'ailleurs, moi, quand je refais un back to basics, donc je fais un retour aux bases de l'acéto, quand je fais un petit peu trop de gâteau, et ben, je repars là-dessus, en fait. Je repars sur les proportions. Donc, je choisis déjà l'assiette. Oui. Pas parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle est moche, parce que en fonction de sa taille et en fonction de mon appétit. Donc généralement ce que je fais, c'est que moi je mange 2 fois par jour, donc il y a un repas où je mange dans une grande assiette et le deuxième repas où je mange dans une petite assiette. Et donc j'adapte en fonction de ma faim ou en fonction de si je suis invitée ou pas, par exemple. Et donc dans la moitié de l'assiette, je vais mettre une viande, des œufs ou un poisson gras. Donc Ludo parlait de l'histoire de la taille de la main. Tout de suite, j'ai regardé la taille de mes mains. Ça j'ai des grandes mains. ça peut faire la moitié de l'assiette. Ça m'a Les grandes rassurée. mains. Je suis heureuse d'avoir des grandes mains là, d'un coup. Moi, sur les mains, je me fais escroquer. Oh là là. Donc voilà, un vrai bon morceau de protéines, le moins transformé possible. Donc je prends pas du jambon ou c'est pas une question de transformation industrielle, c'est une question de genre de capacité à mastiquer, à mâcher. Oui, c'est vrai. Par exemple, les fois où je vais manger de la viande hachée,
c'est beaucoup moins rassasiant pour moi que quand je vais manger un vrai steak ou une bavette ou quelque chose comme ça, parce que justement, il y a beaucoup moins de mastication. Donc voilà, donc le bon morceau de viande dans la moitié de l'assiette. Il y en a un quart, c'est des légumes. Donc généralement, je prends mes fameux légumes faibles en glucides, ceux qu'avait évoqué aussi Débo. Voilà, les courgettes, les champignons. Bon, en ce moment, je suis plus trop légumes, donc ça m'arrive même de les squeezer. Et puis un quart de l'assiette, ça va être un peu du bon gras, donc soit du beurre. Des fois, je rajoute du beurre sur mon steak. Ou des fois, je vais prendre un fromage pour dessert, des olives, ou bien même du saucisson, par exemple, que je mangerai en apéro. Voilà, ça rentre un peu comme ça dans mon assiette, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a certains sites qui parlent très bien de cette approche-là, mais on les mettra dans les notes de l'épisode si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Voilà, cette méthode-là, c'est ce que je disais au début, c'est voilà, c'est le retour aux bases quand je me perds un peu sur le chemin jalonné de plein de desserts et de plats Exactement. hyper beaux, hyper bons, hein, faut le dire. Mais voilà, moi, mon problème, c'est de gérer la quantité. Quand c'est bon, voilà, faut attaquer faut attaquer le sujet, quoi. Et qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et du coup, au final, j'aime beaucoup cette approche un peu de back to basics parce que ça m'aide beaucoup dans ma gestion de repas et ça me libère d'une énorme charge mentale, ne serait-ce que le fait de se dire, j'ai même pas à penser à qu'est-ce que je vais manger, quoi. C'est vraiment euh, simple à un tel point que tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Et ni au menu, ni à tes courses, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Déjà, au supermarché, tu fais 2 rayons et c'est terminé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment top. Et du coup, ce que ça donne, au final, c'est que la semaine, je vais souvent manger les mêmes choses. Et puis, je vais faire des plats légèrement plus évolués le week-end. Donc, ça marche bien pour moi parce que ça ne me gêne absolument pas de manger la même chose d'un jour sur l'autre. Je peux vous manger de l'épaule d'agneau, pardon, tous les jours pendant une semaine, ça ne me dérange pas. Donc voilà, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un peu fatigant, quoi. Donc voilà, avec Nadège, on a un peu essayé d'expliquer, de présenter 2 approches sans compter. Maintenant, si je veux compter, parce que pour moi, c'est un côté rassurant que j'ai besoin de savoir que je suis en train de bien m'y prendre, comment je fais Débo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on pratique ça? Oui, on va utiliser notre fameuse balance. On va peser tout ce qu'on va manger, tous les aliments que l'on va consommer. Et on va les comparer avec les étiquettes des produits. Et s'il n'y a pas d'étiquette, eh bien on va chercher dans la table SICAL. Mais bon, comme on l'a dit dans l'épisode 2, c'est approximatif, mais ça donne un ordre d'idée, quoi. Donc concernant les applications, on peut aussi en utiliser pour compter. Ce sera des applications du style MyFitnessPal, Chronometer ou encore Macro. Moi, j'utilise Balance de Runtastic. Alors, ces applis, elles peuvent aider, mais elles ne constituent pas une valeur sûre dans les données qu'elles proposent, en fait. Il va falloir vérifier les valeurs et peut-être les modifier manuellement pour que par la suite, on retrouve les valeurs qu'on a rentrées soi-même et sur les aliments qu'on a l'habitude de consommer, par exemple. Après, je peux le rappeler, on va compter pour aider notre organisme à fonctionner au gras ou alors à atteindre son objectif. Et du coup, d'autres facteurs vont entrer en jeu, en fait. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, on n'est pas obligé de compter sur l'alimentation. Si on veut perdre du poids, on va aussi prendre en compte notre métabolisme, qui peut être lent ou rapide, et ça va dépendre de si on est sportif ou alors pas sportif, sédentaire. On va aussi vérifier notre sommeil, parce que le sommeil, il est important, et si on a un bon sommeil, on va abaisser notre cortisol, l'hormone de l'excitation, du stress. Et du coup, on va améliorer sa cétose et on va abaisser sa glycémie. Et ensuite, on va aider son corps à se réparer et donc aussi, du coup, à maigrir.
Et en céto, on va aussi avoir de moins en moins, on va avoir l'histoire de la satiété qui va rentrer en jeu parce qu'on va consommer moins de glucides un peu tout seul, parce qu'on va manger du gras et des protéines. On va augmenter notre portion de gras ou notre portion de protéines, et ça, suivant les personnes, comme on a pu le voir, la satiété, elle se joue sur l'un ou l'autre, et du coup, indirectement, les glucides, on va en consommer moins parce qu'on arrivera plus vite à satiété, et on va moins manger aussi. Moi, par exemple, parce que j'aime bien compter, je suis plus dans l'équipe du comptage. J'ai eu ma période où j'ai pas compté et je me rends compte que pour moi, il faut que je compte. Je me suis fait un tableau Excel. Alors, oui, je suis un peu carrée. J'aime bien ranger tout dans des petites boîtes et mettre des étiquettes dessus, hein, vous voyez. Je n'arrivais pas à compter et alors j'ai fait ma liste au début avec mes aliments, mais il fallait que je comptabilise en fait ce que je mangeais. Parce que comme je disais, je mangeais des champignons, des courgettes, c'est-à-dire à moins de 2 grammes de glucides par jour, mais en fait, c'est quand même 2 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc, faut les comptabiliser. Enfin, moi, j'avais envie d'être carrée. Du coup, je me suis fait mon tableau Excel sur smartphone. Et c'était ma façon à moi de faire au plus simple. Alors, ça peut paraître très compliqué pour d'autres, hein, mais pour moi, c'était le plus simple. C'était de me faire mon tableau et avec mes aliments préférés. Donc, j'ai pris mes aliments que j'ai l'habitude de manger. J'ai repris les valeurs en lipides que j'ai mis en vert, parce que on a le droit d'en consommer plus. Les protéines en orange et les glucides à limiter en rouge, avec le total de chaque macro. Et j'ai même ajouté les valeurs de potassium et de sodium, car dans la table SICAL, on trouve tout. Avec ça, avec ça, je peux gérer mes apports en macro et en micronutriments. Et ça me permet du coup d'atteindre mes objectifs en fait. Après, j'essaye d'avoir une hygiène de vie à côté qui vont aussi permettre, il n'y a pas que sur ça grâce à ça que j'obtiens mes objectifs, hein. Je bois des cafés décaféinés, autrement je vais mal dormir. Donc du coup je vais abaisser mon cortisol, parce que le café ça fait bien augmenter le cortisol. Et je dors aussi dans une chambre bien noire, donc j'ai coupé tout, les petites LED et tout le bazar. J'ai mis des beaux rideaux parce que la moindre lumière, maintenant je crois, je me suis même habituée, la moindre lumière en fait ça va me réveiller. Même si je mets mon portable en silencieux, qu'il reçoit un message, je me réveille alors que il est en silencieux, donc je peux pas l'entendre, mais c'est la lumière qui va me réveiller. Du coup, je mets un masque en plus pour dormir quand je peux vraiment pas, quand j'ai vraiment du mal en fait. Et voilà comment ça se passe pour moi, quoi. Je suis un peu... En fait, Déborah, c'est une application vivante. C'est ça. Mais bon, moi, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup moins de boîtes et d'étiquettes que Déborah. Et finalement, même si, comme j'ai dit au début, en fait, la réussite, ça passe pas par un comptage tout le temps. J'avoue que, comme un peu toutes nos expériences l'ont remonté, et comme l'a bien dit Nadège, en fait, face à la difficulté, recompter peut aider. Et même l'expérience de Déborah, elle le montre. Elle a arrêté de compter elle-même à un moment, elle a recommencé. Donc vraiment, quand il y a une difficulté qui survient, oui, recompter, ça peut clairement aider. Et finalement, quand je parle de difficulté, je parle pas seulement de poids. Moi, j'aimerais bien parler de mon expérience carnivore. En fait, j'ai commencé à manger carnivore, je dirais fin 2019, donc ça fait à peu près 6 mois que je mange carnivore. Quand j'ai pris cette décision-là, je ne voulais pas me remettre à compter, parce que pour moi, voilà quoi, reine de la céto, ça fait 2 ans que je mange céto, je sais faire quoi, manger. Les reines de la céto. Mais ouais, mais carrément, c'est trop ça. On va lancer une émission télé. Ça fait 2 ans que je mange céto. Ouais, carnivore, ok, mais d'où je vais compter en fait. Et du coup, j'ai commencé
mon carnet comme ça. Je continuais à aller sur les groupes, internet carnivores. Et je voyais beaucoup, en fait, sur beaucoup de groupes, ils mettaient l'accent sur le fait de consommer autant de grammes de lipides que de protéines. Et ça me titillait un peu. Et du coup, je me suis décidée à compter comme ça quelques jours, à peser pendant quelques jours ce que je mangeais. Et là, en fait, j'ai perdu ma couronne de reine, clairement. J'étais pas du tout à ce niveau-là entre mes lipides et mes protéines. Je ne mangeais pas assez de lipides, en fait. Et donc je me suis dit, bon, je vais essayer de compter, je vais me remettre à compter pour monter mes lipides en fait, pour avoir des lipides au même grammage que mes protéines, voire même un peu plus. Et il n'y a rien à dire, j'ai vu une différence fulgurante en fait sur tout ce qui est ma sphère cognitive, en fait, sur tout ce qui est ma sphère mentale. Mon humeur, elle s'est améliorée, mais vraiment, je m'en suis rendu compte en fait que je venais de passer un mois à peu près dans l'agressivité la plus totale. Ouais, mais vraiment. Chose que quand j'y étais, je me rendais pas forcément compte que c'était lié à mon alimentation. Pour moi, c'était un passage. Mais dès que j'ai changé mes macros, dès que j'ai remonté mes lipides, que j'ai vraiment mangé autant de grammes de lipides que de protéines, comme le disait mon application, j'ai vraiment ressenti l'effet sur mon humeur. Mon humeur, elle est devenue bien meilleure, de nouveau bien plus stable. J'ai eu une meilleure concentration, j'ai eu un meilleur sommeil. Et en fait, finalement, j'accusais mon patron de choses que, en fait, c'était mes macros un peu pourris qui en étaient responsables, en fait. Donc, non, mais vraiment. Donc, finalement, même si je suis un peu la reine déchue de l'acéto, on va dire, je me suis mise à recompter mes macros aussi. Maintenant, je compte encore toujours parce que, enfin, en carni, du coup, pour faire un carni, ce qu'on appelle un carni 1-1, moi, mon rendu, il baigne vraiment beaucoup dans l'huile et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire naturellement, en fait. Si je compte pas, je ne mets pas autant de gras que je devrais. Donc, je continue à compter. Peut-être que ça va me prendre plus de temps, en fait, que sur une céto normale, on va dire, d'acquérir ça naturellement. Mais pour l'instant, quand je veux vraiment être sûre de faire du 1-1, Oui. je compte. Je continue à compter. Voilà. Mhm. Ouais, voilà, parce que c'est ton objectif, voilà, que Ouais. tu t'es défini, donc Et je suis pas encore à l'aise voilà. avec, en fait. Voilà. Donc je continue à Mhm. compter. Bah, merci les filles, voilà, écoutez, on espère que nos témoignages vous aideront. En fait, ce qu'on cherchait vraiment à vous transmettre, enfin à transmettre plutôt sur cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de meilleure méthode, il y a celle qui nous convient et celle qui nous permet de tenir dans la durée, parce que c'est avant tout ça qui est important. L'alimentation céto, c'est pas un sprint, c'est une modification durable de notre alimentation, et pour tenir, il faut être convaincu déjà. Et il faut que ça soit simple au quotidien, sinon on lâche, voilà. Et voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas le vivre comme une privation et une frustration, et que ce soit aussi de temps en temps une alimentation gourmande, pour pas saliver sans arrêt devant les préparations riches en glucides quand on passe devant la boulangerie du quartier. Les Et chouquettes. du coup, pour nous aider, Nadège a travaillé d'arrache-pied et nous a préparé une recette très chouette pour mettre un peu plus de gourmandise dans ce mode d'alimentation. Et oui, C'est à toi, Nadège. c'est à moi, c'est à moi. Alors aujourd'hui, les filles, on repasse du côté sucré de la force et on s'engage dans la fabrication d'un granola maison, saveur choco. Là! Vous êtes Là, parfaite. Quelle communion. C'est incroyable. Alors, le granola, c'est hyper régressif. C'est un retour en enfance où on mangeait nos céréales le matin. Et puis parfois, ça évoque chez certains, certaines, ces céréales minceurs, allégées en gras, mais enrichies en sucre, bien connues des jeunes femmes qui veulent faire attention à leur ligne tout en se faisant plaisir, n'est-ce pas? Je plaide Alors, coupable. C'était les céréales spéciales. ouais, spécial cul. C'est ça, tout dans les fesses. Alors, évidemment, ici, on est à contre-courant de ce diktat anti-gras, parce que du gras, on en veut. Et les fruits à coque sont absolument parfaits pour ça, parce qu'on va se retrouver avec du bon gras, des omégas,
du 3, du 6, du 9, qu'en veux-tu, qu'en voilà. Et puis des fibres et un apport ultra varié de minéraux. Alors bien entendu, point de sucre pour nous, on n'en veut pas, mais de la gourmandise, il y en aura. Ah ah, tu nous vends du rêve là. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce granola maison? Alors attention, je préviens notre auditoire, la liste est un peu longue, mais tout est recyclable dans de futures recettes cétogènes. Donc, il nous faut, commencez à aller chercher votre crayon, là ça y est, vous êtes prête? Alors, 60 g d'amandes effilées, 85 g de noix de pécan concassées, 40 g de noix de Grenoble concassées, 50 g de graines de courge, 40 g de graines de sésame, 30 g de graines de lin doré, 1 cuillère à café de cannelle en poudre, 2 cuillères à café de cacao en poudre, 25 g d'érythritol, 40 g d'huile de coco, 40 g de purée de noisettes, ou ça peut être de la purée d'amande complète, un blanc d'œuf, 1 cuillère à café de vanille en poudre et de la fleur de sel. Ah oui, c'est une sacrée liste, hein. Bon, je suis sûre que c'est quand même pour le bien de nos papis, donc on te fait Mais confiance. bien sûr, oui, Laïla, vous verrez, vos papis vous diront merci au moment du goûter. Ok, alors comment on fait pour ce granola? Comment on procède? Assez simplement, en fait, alors autant la liste des ingrédients peut paraître longue, autant la fabrication de notre granola est assez simple. On commencera par concasser nos noix de pécan et nos noix de Grenoble. Alors ça peut se faire avec un robot mixeur, comme ça peut se faire à la main. Par exemple, on placera nos noix entre 2 torchons ou entre 2 feuilles de papier cuisson et puis on roulera dessus avec un rouleau pâtissier. Une fois qu'elles sont concassées, donc on mélange dans un grand saladier toutes nos graines et nos noix, les amandes effilées, les noix de pécan, les noix de Grenoble, les graines de courge, de sésame, de lin doré. On ajoute la cuillère à café de cannelle et celle de vanille en poudre, ainsi que l'érythritol. Quelques coups de cuillère pour mélanger le tout. Puis, on va ajouter l'huile de coco qu'on aura fait fondre avec le cacao en poudre et la purée de noisettes ou d'amandes, hein, c'est suivant votre goût, je vous l'ai dit. Donc, on mélange de nouveau notre préparation et on termine en ajoutant un blanc d'œuf. Ensuite, tout simplement, on dépose notre futur granola sur un papier cuisson, sur une plaque allant au four, et je termine en parsemant sur le dessus du... Ludo, Attends, une idée? tu me fais peur là, tu vas encore me mettre du sel comme tu as fait dans les muffins, je le sens. Et si. En céto, le sel, on en a besoin. Et puis en cuisine aussi, parce que ici, le fait de parsemer 1 ou 2 pincées de fleur de sel sur le dessus de notre granola avant la cuisson, ça va apporter du relief et agir comme un exhausteur de goût face au chocolat. Donc on va parsemer notre fleur de sel et on enfourne dans un four chaud à 150 degrés pendant 25 minutes tout simplement. On ne touche pas, on le laisse dans le four. Waouh, Nadège, ça donne trop envie ta recette. Et en plus, ça me paraît mais hyper simple. Ça l'aide, et beau. Finalement, le plus dur pour cette recette, je vais être franche, c'est d'attendre que le granola refroidisse sur la plaque pour après casser des pépites de granola. C'est vraiment ça le plus dur. Et après, tu le manges comment? Qu'est-ce que t'en fais? Tout seul? Seul, déjà, c'est possible, mais c'est dangereux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est un peu dur de s'arrêter. C'est l'expérience qui parle. Ou sinon, on peut le consommer, alors typiquement dans un bol accompagné de yaourt grec par exemple, et puis de quelques fruits cétaux de saison. Et là, on dit bonjour les fraises. Ah ouais, c'est clair qu'en plus là, c'est la saison. Ouais, ça doit être trop bon avec des fraises, quoi. De mon point de vue, fraises et granola, chez moi, c'est l'échec total. Ça va pas le faire du tout. Merci, je crois que je vais prendre l'option Nadège, yaourt pour grec. super recette de granola chocolat. Chocolat. On retrouvera bien sûr ta recette sur nos réseaux sociaux, Parlons Céto. Et puis tout de suite, on va passer aux questions auditeurs. Alors, c'est parti. Ah bah vas-y, je vais prendre la première.
Donc c'est une question qu'on a reçue sur Instagram. Donc c'est Cécile qui nous la pose. Elle posait la question, faut-il compter les glucides nets ou les glucides totaux? Alors ça c'est un truc dont on n'a pas vraiment parlé durant nos épisodes de podcast. Donc déjà, avant de répondre à la question, d'où vient cette distinction? Pourquoi? C'est quoi les glucides nets? C'est quoi les glucides totaux? Alors, dans la sphère cétogène, certains affirment que les fibres, qui sont des glucides complexes, mais ça reste quand même des glucides, ne sont pas digérés par l'homme, donc notre intestin n'est pas capable de les absorber. Et du coup, on ne retrouve pas ces glucides dans notre sang sous forme de glucose. Pour cette raison, on estime que les fibres ne doivent pas entrer en compte dans les glucides consommés sur une journée. Il en est de même d'ailleurs quand on parle des polyols. Donc les polyols, c'est les fameux sucres d'alcool comme l'érythritol par exemple. Pareil, ils ne sont pas digérés, on ne les retrouve pas dans le sang, donc pourquoi les compter? Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres, au même titre que les glucides, sont indiquées sur les emballages ou sur la table SICAL. Mais suivant le pays où vous êtes, enfin d'où proviennent ces produits, les spécificités d'étiquetage feront que les fibres ne sont pas indiquées au même endroit. Par exemple, aux USA et au Canada, l'étiquetage inclut les fibres dans les glucides, ce qui est techniquement vrai, les fibres sont des glucides. Et en Europe, les fibres sont dissociées des glucides. Donc si on prend en exemple un même aliment, par exemple des carottes, l'étiquette américaine va dire total glucides 10, dont 3 grammes de fibres, et l'étiquette européenne va indiquer total glucides 7 grammes et fibres 3 grammes. Donc si je compte sur un carnet et que je mange 100 grammes de carottes, je vais noter 7. Et puis voilà. Mais si je compte via une application, celle-ci va me proposer de calculer en glucides nets ou en glucides totaux. Et le problème des applications, c'est qu'elles sont basées sur le modèle de calcul américain. Ça veut dire que si je lui mets des données américaines, il va me sortir le bon résultat. Si je choisis en entrée des données européennes, car on m'a expliqué qu'il fallait utiliser les valeurs de la table SICAL, en sortie j'aurai 4 grammes de glucides pour 100 grammes de carottes, ce qui est faux. Étant donné qu'il y a 7 grammes de glucides dans ma carotte. Parce que, effectivement, en Europe, les fibres sont déjà déduites. Donc cela fausse le calcul du nombre de glucides consommés si on raisonne en glucides nets sur la base de données européennes. Donc si vous utilisez une application pour compter, on vous recommandera toujours d'utiliser un paramétrage glucides totaux. Il faudra juste soustraire les fameux sucres d'alcool, les polyols, manuellement, en comptant un peu à côté à la main, si vous en consommez dans la journée, quoi. Voilà pour la réponse Cécile. Alors, on avait également une autre question. Oui, on a reçu une question de Christine de Paris. Je dois aller dîner chez des amis, mais j'ai peur de ne pas pouvoir manger cétogène, voire de me retenir face aux féculents et aux desserts. Avez-vous une astuce pour moi? Chère Christine, ne paniquez pas. On est tous et toutes passés par là. Le premier dîner dehors chez des amis ou de la famille, c'est une étape qui fait vraiment peur. On a mis du temps à s'adapter à cette nouvelle alimentation. Et là, paf, il y a le risque de tout faire foirer à la première invitation venue. Alors, vous avez 2 peurs distinctes, Christine. La première, c'est que vous avez peur de ne pas pouvoir manger cétogène à ce dîner. Alors, c'est vrai que les repas chez des amis sont souvent des occasions où on voit fleurir moult et moult produits transformés et riches en glucides, parce que les hôtes vont chercher souvent à épater les convives avec les dernières sorties culinaires que les supermarchés nous vantent, n'est-ce pas? Et sauf que plus un produit est transformé, malheureusement, plus on a de chance de se retrouver avec une quantité de glucides cachés très importante. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, Christine, serait de communiquer avec vos amis. La communication, Christine. Leur C'est la base de expliquer, tout ça. oui, leur expliquer sur les grandes lignes ce que vous mangez. Expliquer par exemple qu'il vous faudrait un légume vert au moment du plat. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas vous retrouver avec une pintade et ses pommes de terre grenaille, par exemple. Et vous allez expliquer que les féculents et le sucre ne font plus partie de vos repas
Et si vous êtes gêné, par exemple, vous proposez tout simplement d'apporter une partie du repas, très gentiment, notamment un dessert, parce que c'est souvent la partie la plus dangereuse. Donc, vous indiquez à votre hôte que vous pouvez faire votre dessert et que l'autre peut aussi faire son dessert prévu et que le dessert que vous allez apporter, ce sera un dessert en plus qui sera adapté à votre régime alimentaire, mais qui sera aussi ce petit dessert en plus que vous pourrez partager avec les autres convives gourmands. Et puis, il y a la deuxième peur que vous avez, elle concerne votre peur de craquer sur des aliments non céto pour du repas. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez communiquer avec vos hôtes sur votre régime alimentaire, mais si vous avez peur de craquer, c'est que finalement, vous avez peur d'arriver à ce dîner avec les crocs et de finir par dévorer tout ce qui va passer sous votre nez, que ce soit céto ou pas céto. Alors pour ça, je peux vous conseiller d'arriver à ce dîner avec un appétit plus restreint, en ayant pris un petit encas avant de partir. Alors ça peut être un avocat, ça peut être de l'œuf dur, du fromage, des noix, quelque chose qui vous permettra de ne pas craquer sur les biscuits apéritifs ou un morceau de pain, puisque vous aurez déjà mangé. Donc vous serez plus raisonnable. Et vous pourrez dire non. Non au pain surprise scandinave. Non à ces chips goût poulet braisé. Non, non, non. Vous ne serez pas tenté parce que le diable vous proposera. Et voilà. Et puis Christine, vous allez profiter de vos amis. Et c'est l'essentiel. Voilà. Ouais, c'est clair qu'on a tendance des fois à focaliser sur la bouffe, alors qu'en fait, c'est oui. tellement plus le moment qui est important, quoi. Donc voilà, effectivement, c'est le conseil ultime, c'est profiter du moment et ne vous focalisez pas sur la bouffe Vivez la également, vie. quoi. C'est ça. Super épisode, les filles, encore une fois, hein, merci. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à préparer des épisodes et les enregistrer chaque semaine. Vous retrouverez la recette du jour dès demain sur nos réseaux sociaux et sur le blog. Comme d'habitude, si vous réalisez la recette, taguez-nous pour nous faire saliver devant et indiquez le hashtag ParlonsCéto. N'hésitez pas à nous adresser vos questions et commentaires sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou bien par mail à parlonsceto@gmail.com. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut. Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye.